Une fois que a été confortée la victoire militaire obtenue à Marengo, le 14 juin 1800, Bonaparte va entreprendre de résoudre la principale fracture sociale qui traverse la France depuis la Révolution, c'est-à-dire la fracture religieuse. Et c'est donc dans cette volonté de réconcilier les Français, d'unir la nation, euh, c'est dans sa volonté aussi d'établir une des principales et de stabiliser une des premières conquêtes de la Révolution, qui est la liberté religieuse, que Napoléon va prendre un certain nombre de décisions. Et la principale d'entre elles, évidemment, c'est de procéder à l'élaboration d'un concordat qui est discuté, négocié en 1801, pour finir en 1801, et qui deviendra la loi commune en 1802. Napoléon, évidemment, va reprendre et même poursuivre le projet de sécularisation de la religion qui a été entamé par la Révolution. Il entend aussi rendre un petit peu sa place à l'aspiration assez générale, assez commune de la société envers la religion, une aspiration qui est quand même profondément de voir la religion faire partie de, de la vie sociale et comment dire, dans un cadre qui est apaisé. Donc c'est quelqu'un qui considère que la religion, c'est un des moyens dont doit disposer l'État pour gouverner les hommes. Bonaparte espère bien qu'en modifiant euh, le, le rapport à la religion, en modifiant la place des religions en France, la France en obtiendra un certain nombre d'avantages. Le premier avantage, c'est d'affaiblir l'Autriche, un des ennemis principaux de la France à ce moment-là, qui ne serait plus l'État présenté systématiquement comme garant des intérêts du pape, et qui serait de surcroît diminué, et notamment diminué en Italie, où la rivalité avec la France est très grande. Un apaisement des relations avec l'Église catholique permettrait de diminuer aussi le recours qu'a la contre-révolution, traditionnellement à l'argument religieux. Il s'agirait d'ôter aux contre-révolutionnaires et donc aux opposants, disons, de droite du mouvement issu de la Révolution, un argument que la Révolution, pardon, et la République ont malmené la religion catholique. Il s'agit de faire revenir finalement la main du gouvernement sur la religion pour ôter à ses adversaires cet argument-là. Donc il s'agit de pacifier la France sur le plan religieux, et pour cela, Bonaparte va chercher à nouer enfin, à parvenir à un accord avec le Saint-Siège. Il prend dès avant Marengo, pardon, un certain nombre de mesures, dès après Brumaire et avant Marengo un certain nombre de mesures. On arrête sous le consulat la déportation des prêtres réfractaires qui acceptent de prêter serment. On autorise la réouverture des églises le dimanche, alors que le calendrier républicain avait suspendu cette pratique et faisait fixer au décadi du nouveau calendrier l'ouverture des églises. On rend des honneurs funèbres à Piscis, qui est mort à Valence, hein, d'ailleurs, à la fin de l'année 1799, en captivité. Et au lendemain de Marengo, le 14 juin 1800, la victoire de Marengo, de façon très éloquente, Bonaparte fait donner un Te Deum à la cathédrale de Milan, auquel il assiste personnellement. Donc autant de signes, dès après son arrivée au pouvoir, qu'il envoie à l'Église, signifiant évidemment sa volonté d'un rapprochement, sinon d'une réconciliation complète. Donc cette volonté bonapartiste de renouer le lien avec l'Église catholique et d'apaiser la relation entre l'État issu de la Révolution et les religions va se manifester. Elle va se manifester par le concordat principalement et ce qu'on appelle les articles organiques qui vont suivre. Eh bien, dès après Marengo, Bonaparte va faire une ouverture vers le pape en rencontrant dans les jours qui suivent, un peu plus d'une semaine après, à Vercelli, le cardinal Martignana, qui est un représentant du pape et avec lequel Bonaparte va s'entretenir pour lui communiquer son désir d'arranger la situation de l'Église en France et de procurer une paix pour la France au dehors. Et l'été qui suit Marengo va se passer à rapprocher jusqu'au début du mois de novembre l'église
de l'État français, jusqu'à ce que, en novembre, justement, Monseigneur Spina, l'envoyé de Pie arrive à Paris afin de négocier les conditions d'un rapprochement entre l'Église et l'État français. Et donc, le premier consul va désigner Talleyrand et l'abbé Bernier pour représenter les intérêts de la France et du gouvernement face à l'Église, avec laquelle, désormais, il s'agit de négocier. Vous savez que le texte final du Concordat sera signé par Joseph Bonaparte. Il a fait l'objet auparavant de 21 rédactions, hein, tout de même, qui montrent le patient travail qui a été de négociation, qui a été celui des représentants de l'État français et de l'Église pour parvenir à un accord. Donc le Concordat, à quoi arrive-t-on? Alors c'est un texte de compromis déjà, très simplement. C'est un texte assez court, 17 articles qui le composent. Sur le principe, la prééminence accordée à la religion catholique est réelle, mais elle est limitée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Le préambule qui prononce la religion catholique comme la religion de la majorité des Français a pour effet d'annuler la constitution civile du clergé. En outre, on précise dans le Concordat que les consuls, puisqu'ils sont encore 3, doivent faire profession de la religion catholique et que le Concordat est susceptible d'être révisé si les chefs d'État venaient à ne plus être catholiques. En échange, évidemment, le Saint-Siège, c'est le deal, hein, reconnaissait la République, et on peut estimer que le Concordat, de ce point de vue-là, repose sur une certaine égalité entre les deux contractants. Bonaparte obtient dans le Concordat le principe de renouvellement du corps épiscopal. Il y aura 60 évêques nommés, alors chaque évêque étant nommé par lui, mais devant recevoir l'investiture canonique du pape. De fait, avec le Concordat, le clergé est sous contrôle. Le traitement des ecclésiastiques est assuré par l'État. La vente des biens nationaux, comme je l'ai dit tout à l'heure, est confirmée. Le texte final peut donc être considéré comme un texte tout à fait favorable au gouvernement, à l'État. Le pape le ratifie le 15 août et le premier consul le ratifie le 8 septembre. Il fallait attendre, comme souvent, évidemment, que le gouvernement, pour que le Concordat fût complètement appliqué, que l'État adopte les décrets d'application.